C'est la critique française qui est la première à d'un seul coup remarqué des thèmes identiques dans un certain nombre de films américains comme Assurance sur la mort, Le Fighter saute toujours deux fois ou Le Grand Sommeil, des choses comme ça. Et le terme est venu d'un article de Jean-Pierre Chartier qui était publié en 1946 dans la Revue du Cinéma, qui est titre d'un article devenu célèbre qui s'appelait « Les Américains font aussi des films noirs ». Le film noir, c'est un corpus de films qui a été tourné grosso modo entre 1940 et 1955, qui ont pour point commun de présenter des thèmes noirs qui parlent de violence, de mort, et dont les protagonistes sont presque toujours un privé fatigué, une vampe ou des truands de petite envergure. Ou alors on peut dire aussi que, comme l'écrivait Bordet-Chaumeton dans leur panorama du film noir, que l'origine immédiate du film noir, c'est bien sûr le roman noir policier américain. Le roman noir policier américain, il est né à peu près en 1919 avec la Prohibition. Mais en même temps, le roman noir policier américain, il a quelque chose à voir avec le roman noir gothique, que le roman noir gothique défini par Benjamin Pérez est la révolte de l'individu contre la société, donc disant que le roman noir policier américain, c'est un roman policier, où ça n'est pas l'identité du coupable qui est importante, où c'est le contraire du roman policier traditionnel, dans le sens où dans le roman policier traditionnel, vous avez un désordre, un crime ou un vol, vous avez une enquête, et à la fin, le désordre est réparé. Le roman noir, au contraire, il y a en effet un désordre, un crime, un vol ou n'importe quoi, et très souvent à la fin du livre, non seulement le désordre n'est pas réparé, mais ça a jeté à la figure du lecteur ou à la figure du spectateur une vision du monde qui est extrêmement troublante et qui est très perturbante. Et d'ailleurs, certains disaient que ce qui a fait la force du film noir, qui a eu son grand moment d'explosion après la guerre, pendant la guerre et après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, c'est que les États-Unis, justement, jetaient dans le film noir tous les troubles de la société, tout le côté flou, le côté souterrain, rampant des problèmes de la société, presque de façon cathartique, dans une espèce de genre qui était le film noir, comme si le fait de les jeter sur l'écran, c'était une façon de les résoudre, ou du moins de les exorciser. Le film noir est né aux États-Unis, au début de la Seconde Guerre mondiale, sous la double influence des nouvelles de Dashiell Hammett et de la tradition des films de gangsters. Ce qui différencie Hammett de ses prédécesseurs dans la littérature policière, c'est le peu d'intérêt qu'il consacre aux mystères à résoudre, aux problèmes à solutionner. Ce qui intéresse Hammett, ce sont ses personnages, malmenés, faillibles, en prise à un environnement qu'ils ne parviennent pas à contrôler. Un environnement urbain, nocturne et corrompu, traduisant une sourde révolte contre le fatalisme social. Hammett avait pour compagne Lillian Hellman, partageant avec elle une même vision d'un rêve américain tournant au cauchemar pour les membres les plus défavorisés de la société. Worse than you could know. Les textes d'Hammett, comme par exemple La sublime Moisson rouge, transcrivent la violence des deux vagues de banditisme qui secouèrent successivement l'Amérique 15 années durant. La prohibition de la fabrication et de la vente d'alcool, promulguée au lendemain de la Première Guerre mondiale, déclencha la plus spectaculaire vague de criminalité de l'histoire des USA. Des gangsters, issus de familles catholiques, de souche italienne ou irlandaise, résidant dans les grandes métropoles du nord-est des États-Unis, organisèrent la production et le trafic d'alcool de contrebande. Les fortunes amassées par les syndicats du crime aiguisèrent l'appétit de nombreux politiciens qui n'hésitèrent pas à frayer avec les gangsters. Cette collusion entre le crime organisé et certains élus du peuple traumatisèrent profondément l'opinion américaine, provoquant une vague de paranoïa collective, encore aggravée par la Grande Dépression issue de la crise boursière de 1929.
En 1933, l'élection de Franklin Roosevelt redonna un peu d'espoir au peuple américain. L'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, l'abolition de la prohibition, l'esprit de justice sociale du New Deal effacèrent peu à peu les traumatismes de la décennie précédente. C'est alors qu'une deuxième vague de criminels fit son apparition. Cette fois, les bandits étaient issus de familles protestantes, résidant dans les petites villes du centre des USA. Ils avaient pour nom Dillinger, Ma Baker, Babyface Nelson, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Ces criminels étaient des solitaires mégalomanes et furent de ce fait plus faciles à combattre que les syndicats du crime de la décennie précédente. Entre le début du parlant et la mise en place du code de censure promulgué par l'ancien ministre des Postes William Hayes, près de 300 films de gangsters furent produits dans les studios d'Hollywood. Ou plutôt, par un studio en particulier, celui des frères Warner. Sous l'impulsion de son patron, Jack Warner, et de son directeur de production, Daryl Zanuck, le studio se spécialisa dans un cinéma dur et violent qui reflétait sans concession les tares de la société américaine telles que la corruption, le lynchage et les dérives de l'administration pénitentiaire. Ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, la Warner fut le seul studio à dénoncer avant tout le monde les dangers du nazisme. 3 acteurs majeurs de la Warner marquèrent durablement le film de gangster, puis le film noir qui lui succéda sur les écrans. James Cagney, Edward G. Robinson et Humphrey Bogart. Les films de gangsters, non contents d'avoir éliminé toute trace de manichéisme moralisateur, arpentent un certain territoire urbain qui deviendra le principal décor du film noir. Ruelles malfamées, hôtels miteux dont les enseignes au néon se reflètent sur les trottoirs luisants, night-clubs fréquentés par la pègre, postes de police misérables, bureaux crasseux, entrepôts déserts. Ce tableau appuyé mêlait le réalisme le plus cru à la stylisation la plus onirique. Ce résultat s'inspirait tout à la fois de l'esthétique oppressante de l'expressionnisme allemand des années 20 et du romantisme désespéré du réalisme poétique français des années 30. En 1941, en l'espace de 2 films tournés à quelques mois d'intervalle, La Grande Évasion et Le Faucon Maltais, le film de gangster va basculer dans le film noir. Mais ce n'est qu'en 1945 que le film noir va prendre son véritable essor. La bombe atomique, la découverte des camps de la mort, le retour au foyer des soldats américains, traumatisés par leurs expériences dans le Pacifique et en Europe, vont à nouveau troubler les consciences. Le film noir sera jusqu'au milieu des années 50 le moyen d'expression le plus acéré des troubles et des angoisses de la société américaine. C'est un genre social et c'est le genre qui est branché le plus sur l'actualité. Mais à quoi sert justement le polar, le roman noir, quand la réalité quelque part dépasse la fiction? C'est ce qu'on a vu en France avec cette vague d'attentats depuis janvier 2015, le 13 novembre qu'on a commémoré encore ce week-end et dont on va parler dans la deuxième partie de la grande table. Notre rapport à la violence est rendu très, très aigu par tous ces événements. À quoi sert la fiction dans ces moments-là? La fiction, ça sert à cerner les racines du mal. La fiction, ça sert à dire vous êtes étonné de ce qui arrive, mais d'un air de rien, ça fait plusieurs années qu'on vous en parle, parce que le verre était dans le fruit, on vous a montré, c'est-à-dire que la version officielle, c'était la façade de la maison, elle est très jolie, et la fiction, c'est vous dire non, derrière la façade, en fait, elle est complètement vermoulue, et elle est complètement... et il y a des parasites à l'intérieur, et ces parasites-là vont effriter le mur. Et bon, la fiction, c'est aussi, je veux dire, c'est un reflet, c'est un témoignage et c'est un avertissement. Mais quel